Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule de GynBov, le MOOC sur la gynécologie bovine. Et donc, on s'est arrêté dans le cadre de la quatrième partie du premier module qui va traiter le diagnostic de gestation chez la vache. Et pour commencer, on doit citer d'abord les méthodes de diagnostic de gestation et les méthodes hormonales, mais aussi les méthodes non hormonales. Et donc, on va commencer par les méthodes non hormonales et par l'examen visuel. Ensuite, la palpation abdominale pour un stade aussi qui est tardif de gestation. Puis, la palpation transrectale qui est la plus importante en pratique bovine. Ensuite, l'échographie transrectale pour un diagnostic qui est plus précoce. Ensuite, on passe aux méthodes hormonales. Donc, pour les méthodes hormonales, sont en général des méthodes qui vont nous permettre de faire un diagnostic précoce aussi. Et donc, parmi les méthodes hormonales les plus courantes, on a le dosage de la progestérone ainsi que le dosage de protéines associées à la gestation. On a aussi le dosage d'autres facteurs qu'on va voir par la suite. Donc, pour l'examen visuel, il repose dans un premier lieu sur l'observation d'un non-retour en chaleur et donc une cessation du cycle œstral après l'insémination artificielle ou aussi naturelle. Ce non-retour en chaleur pendant plus de 60 jours après la saillie est un indicateur très courant de la gestation chez les vaches, mais il est très important de noter qu'il y a d'autres facteurs, comme on a dit, qui peuvent entraîner cette absence de chaleur, donc notamment la présence de kystes ovariens, aussi il y a la mauvaise détection de chaleur, etc. Ensuite, donc l'état d'embonpoint et donc une vache gestante a tendance à l'embonpoint, en particulier pendant le début de gestation. On observe aussi une augmentation progressive du poids corporel. On a aussi l'augmentation graduelle de la taille de l'abdomen, donc elle est assez variable en fonction de la parité de la gestation. Donc chez les jeunes vaches ou les génisses, elle présente une augmentation de la taille abdominale après le 6e mois de gestation, tandis que les vaches les plus âgées présentent après le 7e mois de gestation. On note aussi le développement de la glande mammaire, donc la taille du pis ou de la glande mammaire va commencer à augmenter aussi vers le 5e mois de gestation chez les génisses, tandis que chez les vaches multipares, l'élargissement et l'œdème du pis ne surviennent que dans les dernières semaines ou le dernier mois de gestation. On a aussi le relâchement progressif du ligament pelvien qui va devenir plus évident durant le dernier mois de gestation, tout comme le relâchement et l'œdème de la vulve. Donc il y a aussi des signes similaires mais moins prononcés de relâchement des ligaments pelviens et d'œdème et de relâchement de la vulve qui peuvent survenir chez les vaches présentant des ovaires kystiques. On passe à la palpation abdominale du fœtus et donc chez certains animaux minces, le ballottement peut être réalisé dès le 5e mois de gestation, mais chez les animaux les plus obèses, donc cela peut être reporté jusqu'au 8e mois. Donc la faisabilité dépend de la taille du fœtus, de l'état aussi de la vache et de degré de plénitude de l'abdomen. Donc pour réaliser cet examen, on passe du côté droit de l'animal, bien sûr, à partir généralement du 7e mois, et on appuie fermement sur l'abdomen avec le poing fermé et on relâche soudainement. Puis on applique la paume contre la paroi abdominale pour sentir le fœtus qui frappe la paume. Et donc le fœtus est ressenti ou il est aperçu comme un objet solide, gros, suspendu ou flottant dans les structures de l'abdomen. Et donc on a un fœtus de 7 mois qui est ressenti près des côtes, alors qu'un fœtus de 9 mois, il est plutôt ressenti près de la mamelle. On passe à la palpation transrectale et donc le diagnostic par palpation transrectale ne peut être effectué qu'après le 25e jour. Durant le premier mois de gestation, donc la palpation transrectale présente un grand risque d'erreur et elle requiert de l'expérience. Donc l'utérus est situé à ce stade sur le plancher du bassin et le col reste fermé. Donc une légère asymétrie utérine avec un petit renflement dorsal peut être perceptible. Et on a surtout le corps jaune qui est présent sur un ovaire. On observe aussi un amincissement de la paroi utérine et une sensation de fluctuation liquidienne. Donc ceci, c'est une présentation d'un utérus dans son premier mois de gestation selon Chenoweth. Ensuite, donc durant le 2e mois de gestation, c'est-à-dire du 31 à 60 jours, donc l'utérus, il est généralement à ce stade intrapelvien et palpable de tous les côtés. Il est tonique et la paroi est plus mince que la normale en raison du diamètre accru de la corne
utérine. Les ovaires sont à leur position normale avec l'un des ovaires qui va toujours présenter le corps jaune de gestation et on a le col de l'utérus qui est fermé et normal en position. On a l'asymétrie des cornes et le glissement des membranes fœtales sont aisément identifiés. Donc, comme vous voyez, l'asymétrie elle est très visible à ce stade. Et on a la corne gestante qui a une forme de banane et sa taille est le double de la taille de la corne non gestante. On a aussi les cotylédons qui vont commencer à être palpables. On passe au 3e mois, c'est-à-dire du 61 aux 90 jours. Donc, à ce stade, l'utérus pend au bord du bassin et n'est palpable que de 3 côtés. Donc, il est toujours tonique et la corne gestante, cette fois-ci, elle est encore plus agrandie avec un amincissement de la paroi utérine qui se poursuit toujours. On a aussi l'effet de rebond qui est détectable et les ovaires ainsi que le col de l'utérus sont plutôt tirés vers l'avant. On a, comme vous voyez dans l'image, la corne gestante en forme à peu près d'un gant de boxe et sa taille elle est comparable à celle d'un ballon de football. Donc au 4e mois, l'utérus il est maintenant à position abdominale et les cotylédons deviennent très détectables avec bien sûr un frémissement ou le trill artériel qui est ressenti. Les ovaires à ce stade sont difficiles à palper et l'utérus, comme vous voyez, a la taille d'un gros ballon de football et le fœtus a la taille d'un petit chat et la taille de sa tête est comparable à celle du citron. Donc, durant le 5e mois de gestation, donc au 150e jour, donc l'utérus a totalement terminé sa descente et se retrouve donc sur le plancher de la cavité abdominale, comme vous voyez dans l'image. Au 6e à 7e mois, le col utérin est au bord du pubis et la paroi dorsale de l'utérus est très difficile à palper et on a des placentomes de taille variable avec donc une particularité à ce stade, c'est que le fœtus n'est pas palpable entre le 165e jour et le 210e jour de gestation. Ensuite, en 8e à 9e mois de gestation, donc on a les parties du fœtus qui sont clairement ressenties avec un frémissement qui est très fort et des mouvements fœtaux qui sont palpables. Donc à ce stade, le fœtus va remonter au bassin et donc il est possible de toucher ses membres postérieurs et de détecter ces mouvements. Et donc on a aussi le frémissement qui est très fort. Donc en général, on a un ensemble d'éléments à confirmer lors d'une gestation par palpation transrectale et ces éléments sont dans un premier lieu la palpation de la vésicule amniotique, le glissement des membranes fœtales, la palpation des cotylédons et la palpation du fœtus. Donc on commence par la palpation du vésicule amniotique et donc déjà le vésicule amniotique c'est un sac qui est rempli de liquide et qui entoure et protège l'embryon pendant bien sûr les premières étapes de la gestation. Elle peut être palpée comme une petite bosse dans la portion la plus distendue de la corne utérine, généralement entre 30 et 65 jours de gestation. Donc sa forme globulaire que vous voyez dans l'image à ovoïde parfois tendue la rend utile pour le diagnostic de gestation. Et donc si la vésicule n'est pas palpable ou si elle est petite ou affaissée, l'embryon peut être décédé ou en train de se macérer. Si l'opérateur bien sûr est expérimenté, une mort embryonnaire précoce peut être détectée entre 30 et 40 jours de gestation par bien sûr cette palpation de la vésicule amniotique. Donc cette palpation doit être réalisée soigneusement et délicatement pour éviter de l'endommager ou de la rompre. Donc et on peut la palper et la toucher et la sentir tout en palpant avec les doigts et le pouce doucement la corne gravide et ensuite les déplacer lentement de droite à gauche et donc on va ressentir la vésicule amniotique qui glisse entre eux. Donc si un tel examen ne peut pas être réalisé avec compétence et douceur, il est préférable de s'en abstenir car il n'est pas nécessaire pour un diagnostic qui est précis de gestation. Après ces 65 jours de gestation, la vésicule est moins turgescente et très difficile à identifier. On passe au glissement des membranes fœtales, qui est un outil précieux pour le diagnostic précoce de gestation, chez la vache bien sûr, particulièrement efficace entre 35 et 90 jours de gestation. Donc bien qu'il puisse être aussi fiable dès les 34e jours de gestation.
Donc, une fois que le col est identifié et l'utérus rétracté, chaque corne peut être doucement saisie entre les doigts et le pouce, puis légèrement soulevée. Et si la vache est gestante, une sensation distincte de popping peut être ressentie lorsque la membrane glisse des doigts à l'intérieur des parois utérines. Cette technique peut également être appliquée à la corne non gravide à partir de 50 jours de gestation pour un diagnostic plus complet. Donc ensuite, la palpation des cotylédons, qui est possible à partir des 75 jours de gestation jusqu'à la fin de celle-ci. Et donc ces structures sont ressenties comme des masses épaisses et molles dans la paroi utérine et qui deviennent plus détectables avec l'avancement de la gestation. Donc il faut faire attention puisque les examinateurs non expérimentés peuvent confondre entre un placentome et un ovaire entre les 110 et 180 jours de gestation. Donc, il est recommandé d'identifier au moins 3 placentomes pour éviter toute confusion avec les ovaires. Et il faut noter que pendant la mi-gestation, et bien sûr lorsque le fœtus est difficile à atteindre, les placentomes peuvent devenir un moyen fiable pour diagnostiquer la gestation. On passe à la palpation du fœtus, et donc qui n'est possible que lorsque la vésicule amniotique devient suffisamment flaccide, généralement entre les 65 et les 70 jours de gestation. Il mesure environ 5 à 6 cm de long à ce stade et peut être ressenti en flottant dans le liquide de la corne utérine en entourant délicatement la corne avec les doigts. Donc le ballottement, qui est aussi une technique consistant à tapoter légèrement la paroi de l'utérus, peut également aider à sa détection. Et au fur et à mesure que la gestation avance, les parties du fœtus telles que la tête, les pieds et les jambes deviennent plus facilement identifiables, avec bien sûr une palpation du fœtus difficile vers les 4 à 5 mois de gestation. Donc généralement au 7e mois de gestation, le fœtus aura suffisamment grandi pour être facilement accessible et pourra à nouveau être utilisé pour déterminer le statut de gestation. Après le 6e mois, les mouvements fœtaux peuvent être stimulés pour confirmer aussi la gestation. On passe donc à une autre technique de diagnostic de gestation qui est cette fois-ci l'échographie transrectale. C'est un diagnostic précoce de gestation. Comparé à la palpation transrectale, cette technique est moins traumatique et plus précise. Donc, bien sûr, elle nécessite des connaissances préalables de la palpation manuelle. Donc, avant de commencer, il est très essentiel de disposer d'une contention adéquate de l'animal et aussi d'un bon éclairage. Et donc, on a la voie transrectale est préférée à la voie transabdominale et les sondes linéaires sont privilégiées aussi par rapport aux sondes sectorielles. Donc, il faut noter que l'échographie transrectale est bien meilleure que la palpation manuelle pour déterminer des stades de gestation qui sont bien avant les 120 jours. Mais après les 120 jours de gestation, le développement fœtal va devenir moins précis en raison des difficultés à atteindre et à mesurer les structures fœtales, ainsi bien sûr que la variation de la taille du fœtus entre les animaux. Donc, pour la méthode d'examen, on procède par tout d'abord une palpation transrectale du tractus génital. Ensuite, il faut identifier la vessie, puis l'identification des cornes utérines et l'identification enfin des ovaires. Donc, il est théoriquement possible d'identifier un conceptus par échographie dès les 21 jours après la saillie ou l'insémination artificielle, mais cela n'est pas toujours ou n'est pas généralement très pratique sur le terrain. Et donc, l'allantoïde apparaît au 18e jour. Il a l'aspect d'un bourgeon bilobé qui s'étire très vite en direction des extrémités du conceptus vers le 24e jour, lui conférant l'aspect d'un tube. Donc, au 21 jours de gestation, comme vous voyez dans l'image, donc on a la présence de corps jaune mature dans la première image ici. Par contre, ici, on a une petite poche de liquide utérin. Donc, à ce stade, l'embryon n'est pas encore visible et il n'y a pas de diagnostic à ce stade. Ensuite, au 24e jour, on voit apparaître des ébauches de membranes antérieures sous forme de renflement allongé et le lendemain, ceux des membranes postérieures. À 26 jours, donc l'embryon est très fortement incurvé sur lui-même et la période entre les 26 aux 28 jours de gestation va montrer une augmentation significative du volume de liquide mais aussi de la taille de l'embryon, passant d'une visualisation difficile à une visualisation qui est facile.
Donc cette croissance rapide souligne l'importance d'attendre quelques jours quand même pour des examens de gestation qui sont plus précis et plus rapides. Au 28e jour de gestation, on a l'embryon qui devient visible et on a à l'ovaire contralatéral présence de corps jaune mature. Vers le 35e jour de gestation, l'embryon est visible et sa longueur est d'environ 16 mm. Les placentums à ce stade aussi peuvent être identifiés et sont visibles à proximité de l'embryon. Ensuite, au 40e jour de gestation, on note la membrane amniotique fine qui entoure l'embryon. Le cordon ombilical est aussi visible à partir du 40e jour de gestation. Vers le 45e jour de gestation, les premiers mouvements du fœtus peuvent s'observer. Et vers le 50e jour de gestation, on a l'ossification des côtes du fœtus qui est apparente. Il est possible d'identifier ou de déterminer le sexe fœtal chez les bovins par échographie à partir du 55e jour de gestation. On a le tubercule génital qui est utilisé pour déterminer le sexe du fœtus et qui est situé derrière l'ombilic pour les mâles et sous la queue pour les femelles. Donc entre 55 et 80 jours de gestation, ce tubercule génital va apparaître généralement comme une structure bilobée échogène, mais aussi peut être monolobée ou aussi trilobée. Il y a une erreur courante, c'est de ne pas reconnaître à quel point les structures génitales font saillie de la paroi corporelle. Et donc, on a à 60 jours de gestation, donc ici dans l'image, le tubercule génital mâle est visible à gauche et il est important de ne pas déplacer trop rapidement lors du balayage pour la détermination du sexe, car il n'y a pas de lacune entre l'ombilic et le tubercule génital mâle à ce stade. Après le 70e jour de gestation, la peau du prépuce ou de la vulve commence à recouvrir le tubercule génital qui est ensuite remplacé par les organes génitaux externes adultes. Donc les vaches laitières en lactation peuvent subir une perte de gestation notable avant les 60 jours, principalement attribuée à des niveaux de progestérone qui sont bas, des complications postpartum, des pratiques d'insémination, le stress thermique, etc. Et donc l'échographie est essentielle pour évaluer aussi la viabilité fœtale, tout en permettant de détecter le battement cardiaque dès les 24e jours et de repérer les signes de détresse tels que des débris échogènes dans les liquides amniotiques et allantoïdiennes, une fréquence cardiaque fœtale absente ou inférieure à 130 battements par minute, une légère séparation des membranes chorio-allantoïdiennes aussi, une mauvaise définition des structures, donc etc. En cas de fœtus ou d'embryon qui est mort, on peut administrer la prostaglandine pour faciliter l'expulsion du fœtus mort dans les 48 heures qui suivent le traitement. Donc on a au niveau de la première image des signes majeurs de mortalité embryonnaire, donc notamment la séparation des membranes chorio-allantoïdiennes de l'endomètre et un liquide qui est anormal. En direct, on peut détecter aussi l'absence de battement cardiaque. Dans la deuxième image, il y a une présence accrue de débris échogènes dans les liquides amniotiques et allantoïdiens qui indiquent la mort fœtale depuis pas mal de temps. Donc on note l'identification facile du fœtus avec la membrane amniotique. Pour la gestation gémellaire, on a les structures ovariennes, notamment les corps jaunes, sont très importantes pour le diagnostic de gestation gémellaire. Et donc 2 corps jaunes vont indiquer la possibilité de jumeaux. Donc dans la première image, on a une gestation gémellaire de 39 jours. Donc on a environ 50% des vaches gravides avec 2 corps jaunes auront des jumeaux. Et environ 30% des pertes fœtales surviennent chez les jumeaux qui sont ipsilatéraux. Et du coup, un suivi régulier des gestations gémellaires après le 2e mois de gestation surtout est très essentiel en raison d'un risque accru de mortalité fœtale. Et donc ici, on a dans un ovaire une gestation de 64 jours et dans l'ovaire contralatéral, on a la présence de corps jaunes. Donc ceci c'est un résumé bien sûr de diagnostic différentiel des images échographiques par rapport à la gestation qui sont visibles en échographie transrectale. Et donc on a par exemple ici en cas de gestation les caractéristiques de la lumière et ici les caractéristiques de la paroi. Donc pour la lumière elle est anéchogène à peu près circulaire et on a une visualisation de l'embryon et plus ou moins des cotylédons. Pour la paroi, on a une échogénicité tissulaire et on a une épaisseur qui est d'environ 5 mm. Par exemple, pour la différencier du pyomètre, au niveau du pyomètre, on a la lumière qui contient un contenu qui est plutôt floconnant
Et pour la paroi, elle a une échogénicité aussi tissulaire avec une épaisseur qui est souvent augmentée. En cas par exemple de kyste lutéal, on a la lumière qui est souvent traversée par des travées conjonctives et on a la paroi qui est très épaisse. On passe aux autres techniques de diagnostic de gestation et donc on commence par le dosage de la progestérone et donc c'est un test qui repose sur le principe de concentration de progestérone dans le sérum ou dans le lait et qui doit rester élevé pendant la période prévue de chaleur du 21 au 24e jour après l'insémination ou la saillie si la femelle est gestante. Par contre, si la femelle n'est pas gestante, cette concentration de progestérone diminue jusqu'à la valeur de référence alors que le corps jaune régresse et un nouveau follicule dominant se développe. Donc un taux de progestérone dans le sang supérieur à 1 nanogramme par millilitre et un taux de progestérone dans le lait qui est supérieur à 4 nanogrammes par millilitre indique la présence d'un corps jaune. Et un taux de progestérone qui est inférieur à ces valeurs indique l'absence de corps jaune, ce qui signifie que la vache n'est pas gestante. Et donc le dosage du progestérone peut être réalisé soit par radioimmunologie, soit par la méthode d'ELISA lente, qui va permettre de mesurer des concentrations très faibles. Donc déjà, il faut savoir que le degré d'exactitude des diagnostics de gestation et de non-gestation sont respectivement égaux à 85% et 95%. Et donc, les tests de progestérone sont très fiables pour identifier les femelles non gestantes car les vaches avec des niveaux de progestérone sanguin inférieurs à 1 nanogramme pendant les 21 jours après l'insémination ne peuvent pas être gestantes. Cependant, ils sont moins fiables pour diagnostiquer positivement la gestation en raison des variations naturelles de la durée du cycle œstral entre les animaux individuels. Par conséquent, le diagnostic de gestation doit être confirmé, ce qui signifie que ce test est principalement utilisé comme un test de non-gestation. Ce test a l'avantage d'être précoce et rapide, mais il a aussi des inconvénients, notamment il nécessite des prélèvements de sang, une conservation du prélèvement, le coût donc pour le laboratoire. Aussi, il y a le risque de fausse interprétation possible, donc une limite potentielle des tests de progestérone dans les contextes de production et la nécessité de connaître la date de reproduction et d'insémination pour obtenir des résultats qui sont fiables à partir d'un seul échantillon. Donc ensuite, l'autre test, c'est le dosage des protéines associées à la gestation. Et donc, on a des hormones spécifiques de la gestation, notamment la PSPB, qui a la Pregnancy Specific Protein B, et la PAG, qui a la Pregnancy Associated Glycoprotein. Donc, ces hormones sont détectées dans le sang dès le 15e jour après la fécondation pour la PSPB et dès le 22e jour après fécondation pour la PAG. Et donc, elles sont synthétisées par les cellules binucléées du trophoblaste. Donc, et ils ont la particularité d'être des caractéristiques du placenta cotylédonaire bovin. Elles sont produites dans le cadre, bien sûr, de la reconnaissance maternelle du conceptus. Donc, elles sont détectables à partir du 30e jour de gestation dans la circulation maternelle chez 98% des femelles gestantes. Et en pratique, le prélèvement doit être effectué plus de 30 à 35 jours après l'insémination. Donc, un avantage unique du test de PSPB est qu'à la différence des dosages de progestérone, les dates d'insémination ne sont pas nécessaires pour confirmer la gestation, car la protéine est spécifique de la gestation et présente tout au long de la gestation, atteignant son pic, bien sûr, autour du moment du vélage. Il faut aussi noter que les PAG peuvent être détectés dans le sang maternel jusqu'aux 80 à 100 jours après le vélage, ce qui peut entraîner des faux positifs après une perte de gestation et nécessite de la prudence lors de l'utilisation du test de PSPB. Donc, pour les autres facteurs aussi qu'on peut doser, on a l'EPF qui est une hormone immunodépressive qui protège le conceptus antigéniquement étranger du rejet maternel. Et donc, seul un conceptus qui est viable au stade de blastocyte peut produire l'EPF qui est le Early Pregnancy Factor, donc qui disparaît rapidement après la mort ou le retrait du conceptus. Donc, ce facteur est le signal de gestation le plus précoce connu, détecté dans la circulation sanguine dès 24 heures après la fécondation et persiste pendant au moins la première moitié de la gestation.
Donc, cette méthode permet d'identifier les vaches non gestantes entre le 6e et le 20e jour suivant l'insémination à partir d'un prélèvement de lait et entre le 6e jour et le 90e jour suivant l'insémination à partir d'un prélèvement de sang. Et cette méthode aussi semble très intéressante puisqu'il s'agit d'une méthode qui est simple, peu coûteuse, mais surtout très précoce. Avant la découverte de ce EPF, donc il était impossible de détecter une gestation avant l'implantation, sauf par chirurgie invasive. Et malheureusement, des études les plus récentes font apparaître un manque flagrant de fiabilité de ce test chez les bovins. Ensuite, on a le sulfate d'ostrone, qui est la principale hormone oestrogène présente dans la circulation maternelle pendant la gestation. Et donc, sa détection dans le plasma maternel commence vers le 100e jour de gestation et dans le lait à partir du 110e jour de gestation. Sa concentration dans le sang maternel augmente de manière linéaire au fil de temps et pour atteindre un plateau dans les 10 derniers jours avant la mise bas et diminue en cas d'avortement ou de mortalité embryonnaire. Donc, ce test présente l'avantage qu'il est fiable à partir du 120e jour de gestation avec un taux d'exactitude de l'ordre de 96% à 97%. Donc, il constitue aussi un bon indicateur de viabilité fœtale donc, durant les 2 derniers tiers de gestation. Mais donc ce diagnostic est qualifié de tardif. De plus, un résultat négatif peut aussi bien signifier un état non gestant qu'une gestation débutante. Donc on a arrivé à la fin de cette capsule et donc fin de ce premier module. Je vous invite à répondre au quiz pour pouvoir donc aller au deuxième chapitre qui va traiter les affections congénitales. Bon courage et merci pour votre attention.